Donc, dans le chapitre 5, ce qu'on va faire, c'est introduire quelques variables aléatoires particulières, donc des lois de distribution, des lois de probabilité particulières pour certains cas, qui vont expliquer comment cette variable va se comporter. Donc, on va commencer avec les variables discrètes. Variable discrète, la première option, c'est une variable qui suit une loi uniforme. Donc, on dit que ça suit la loi uniforme ou la distribution est uniforme. J'utilise les deux pour l'indiquer. Donc, j'ai une variable aléatoire x. Et j'ai dit que la loi de probabilité, ou dans le cas contenu, la densité va complètement caractériser cette variable. Donc, ce que je dois dire, c'est de définir les probabilités pour chaque valeur observable de cette variable. Et donc, ce qu'on a pour une loi uniforme, c'est j'ai un certain nombre de valeurs possibles. Disons, j'ai n valeurs possibles. Je vais attribuer à chaque de ces valeurs une probabilité égale. Donc là, je vais dire que la probabilité x est égale à x. Donc à n'importe quelle des valeurs observables, c'est égal. Vu que j'ai n options, donc la probabilité est 1 divisé par n. Donc loi uniforme, il y a une probabilité uniforme pour tous les résultats possibles. Je vais garder la notation là. Donc, vu que ce sont des entiers, je dis la probabilité que k est égal à x. Donc, k égale à 1, c'est 1 divisé par n. K égale à 2, 1 divisé par n. Donc, si j'ai un dé équilibré, je jette le dé. J'ai 6 options, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chaque de ces options a une probabilité 1/6. Donc, ça suit la loi uniforme. 6 options pour l'univers de cette variable et une probabilité égale pour chaque option 1/6. Donc si je fais le petit dessin de probabilité, j'aurai des petits barres comme ça, tout égaux, avec une hauteur 1 divisé par n, jusqu'à n. Donc là, l'auteur de tous ces barres est le même. On pourrait calculer l'espérance, on pourrait calculer la variance. L'espérance est faisable, pas trop difficile, mais ça donne n plus 1 divisé par 2. La variance, n au carré moins 1 divisé par 12. Je vais vite démontrer l'espérance, mais on sait, si vous devriez calculer, vous pouvez prendre l'ordi qui va vous donner toutes ces variables ou qui vont vous donner les valeurs nécessaires. Donc là, l'espérance, j'ai dit que c'est la somme des options fois la probabilité. Donc c'est une variable continue, donc c'est xi fois la probabilité que x est xi. Donc ici, c'est k fois la probabilité de k, et k va de 1 jusqu'à n. Cette probabilité, il est égal pour tout, donc c'est 1 divisé par n. Donc j'ai 1 divisé par n, la somme des k, 1 plus jusqu'à n. Donc là, la somme k, 1 plus n, c'est 1 plus 2, plus 3, plus 4, plus n. Si vous savez, c'est n fois n plus 1 divisé par 2. Si vous ne savez pas, je vais vous montrer vitement. Donc ça, c'est la somme k égale... somme de k,
k égale 1 jusqu'à n. Je vais faire la même chose, je prends la somme, mais je vais le noter à l'inverse, donc c'est 1 plus 2, n, etc. Et maintenant, je fais la somme des deux. Ce que je vois, si je somme comme ça, c'est 1 plus n, j'ai n plus 1. 2 plus n moins 1, j'ai n plus 1. 3 plus n moins 2, j'ai n plus 1. Et n plus 1. Donc là, j'ai 2 fois cette somme de k égale à n plus 1 plus n plus 1 plus n plus 1. J'ai n termes. Et donc je trouve que 2 fois cette somme, c'est n fois n plus 1, ou cette somme, c'est n fois n plus 1 divisé par 2. Et après, le n s'annule, et l'espérance, c'est n plus 1 divisé par 2. Informatif, je ne vais jamais vous demander de recalculer cette espérance. Pour la variance, on fait la même chose. Donc pour la variance, là, on regarde la différence, donc on regarde les écarts. Et on le calcule. Ce que j'ai oublié de vous dire avant, il y a une formule alternative pour l'espérance qui est parfois plus facile. Donc pour la variance qu'on avait dit, j'ai la variance de x. Et j'ai dit que c'est l'espérance des écarts au carré. Donc ça, c'est la formule que j'avais utilisée. Donc la somme des écarts au carré fois la probabilité ou l'intégrale de x moins x moins mu carré fois la densité. Une autre option, c'est de regarder l'écart type, l'espérance de x au carré moins l'espérance de x au carré. Donc on pourrait démontrer que ces deux formules sont équivalentes et parfois c'est plus facile d'utiliser la deuxième formule que la première. Pardon, je n'ai pas compris du tout. Tu dois voir, ça dépend de la variable que tu regardes. Donc je vais maintenant discuter les différentes lois, mais après, selon le cas, ce que tu regardes, on doit choisir la bonne distribution. Donc ça va dépendre de la question qu'on veut répondre. Oui, cette espérance-là, c'est spécifique pour cette seule loi. Oui, pour le D, c'est 7,5, ce qu'on avait calculé aussi avant. Sorry, j'avais pas compris. Donc on a deux options pour calculer la variance. Si vous voulez essayer celle-là, je vous avise d'utiliser la deuxième formule, pas la première. Mais bon, comme dit, pour ce cours-ci, ce n'est pas trop important d'avoir tous les calculs, mais comme ça, vous voyez d'où ça sort, ou ça, vous voyez un peu. Donc, loi uniforme, loi de Bernoulli. Bernoulli, c'est une option assez simple, et on l'utilise si la variable a que deux options, deux possibilités comme réponse. Donc, dans ce cas-là, ce qu'on fait normalement, on les encode 0, 1, et on va dire qu'un des deux est un échec, et l'autre c'est le succès. Donc j'ai une variable avec deux options, deux possibilités,
0, 1. À ce moment-là, on dit que x égale à 0, c'est l'échec. X égale à 1, c'est le succès. Par exemple, si on jetait le dé, on regardait si le résultat était pair ou impair. Je choisis que impair, c'est le succès. Donc, si j'ai un résultat impair, je vais l'encoder comme 1. Si j'ai un résultat pair, je vais l'encoder comme 0. Mais donc, échec et succès sont des termes mathématiques dans ce cas-là. Une autre option, c'est homme-femme. Si je regarde, par exemple, je regarde une population de lions ou n'importe, je veux savoir combien de lions femelles sont dans le troupeau. Je vais regarder les lions. Si c'est une femelle, je vais dire c'est un succès, c'est une femelle. Si c'est un homme, c'est un échec. Ça ne veut pas dire que la femme ou la femelle est mieux que l'homme. C'est simplement un choix qu'on fait selon la question qu'on se pose. Et donc, à ce moment-là, j'aurai une probabilité de succès que je vais indiquer avec P. Si cette probabilité-là est P, alors l'autre probabilité, c'est lisible comme ça, c'est 1 moins P. Donc, probabilité pour le succès, j'indique par P. Probabilité pour un échec, j'indique par 1 moins P. Ce qui est mis là, donc probabilité x égale à 0, 1 moins P. Probabilité x égale à 1 P. Cette variable suit une loi de Bernoulli. Donc je dis que x, on utilise ce signe-là pour indiquer que ça suit la loi ou que ça suit une certaine distribution. Une variable, il suit la distribution de Bernoulli et la distribution est caractérisée par un seul paramètre, par le paramètre P qui indique le succès. L'espérance, toute facile. J'ai deux options, 0 et 1. Une probabilité de 1 moins P pour obtenir 0. Une probabilité de P d'obtenir 1. Et donc là, j'ai l'espérance qui est égale à P, donc la probabilité de succès. La variance, on sait le calculer aussi. On peut le faire de deux manières. Donc je vais faire les deux manières, comme ça vous avez vu les deux formules au moins une fois. Donc j'avais l'espérance des écarts au carré. Donc si j'utilise cette formule-là, cette espérance, c'est une moyenne pondérée des écarts. Donc, je regarde tous les écarts au carré. L'écart des deux options sont 0 et 1. 0 moins l'espérance, donc moins P, au carré. C'est le premier écart au carré, le premier. Et l'autre, 1 moins P au carré. Et après, je dois multiplier avec la probabilité. Donc là, la probabilité d'observer 0, c'est 1 moins P. Là, la probabilité d'observer 1, qui est P. Et après, je calcule. Donc, c'est P au carré fois 1 moins P, plus 1 moins P au carré fois P. Je sais mettre en évidence P fois 1 moins P. Ce qui me reste là, un P. Là, 1 moins P. Et donc, je vois P plus 1 moins P, c'est 1. Et la variance est égale à P fois 1 moins P. Si j'utilise l'autre formule, et x carré moins x, et x au carré, donc je prends l'espérance des observations au carré, cette espérance-là,
je regarde la valeur possible au carré, donc le 0 au carré fois la probabilité pour 0, c'est 1 moins p, plus le 1 au carré fois la probabilité pour observer 1, moins l'espérance que j'avais calculée là, le p au carré. 0 fois quelque chose me donne 0. Là, j'ai p. Donc, je trouve que c'est p fois 1 moins... p moins p carré, ou c'est p fois 1 moins p. Donc, vous voyez, selon le cas, les deux options sont possibles. Parfois, l'un est plus simple que l'autre. Pour Bernoulli, je n'ai pas beaucoup d'options, j'ai que 0 et 1. Donc, les calculs sont assez simples. Mais donc là, l'espérance, c'est la probabilité de succès. La variance, probabilité de succès fois la probabilité d'échec. Binomial. Binomial, ce qu'on fait là, ou ce que ça correspond, ou l'idée de ça, ça vient de faire plusieurs expériences Bernoulli l'un après l'autre. Donc, comme vous savez ou ne savez pas, l'origine de probabilité se trouve dans les jeux de chance. Et donc Pascal, qui était un mathématicien français du XVIIIe siècle, il était aussi un gambler, je ne sais pas en français. Il jouait au jeu de chance. Il voudrait savoir quelles sont les probabilités pour moi pour gagner. Et de cette optique-là, il a construit la probabilité et toute la théorie probabilité. Et donc pour lui, il voudrait savoir si j'ai un certain jeu, est-ce que je dois continuer à jouer, oui ou non, et quelles sont les probabilités pour gagner. Et donc là, par exemple, pour une loi binomiale, ce qu'on va faire, c'est je vais répéter une certaine expérience Bernoulli n fois, et je compte le nombre de succès. Donc, je dis à ce moment-là que x va suivre une loi binomiale qui est caractérisée par deux paramètres, n et p. N, c'est le nombre... comment j'ai marqué là? Je ne vais pas indiquer, oui. N lancé de pièces, donc le nombre d'expériences qu'on fait. On pourrait dire comme ça. P, c'est la probabilité de succès. Donc des expériences ou des événements identiques. Donc on va faire n fois la même chose et chaque de ces expériences suit une Bernoulli avec probabilité P. Donc j'aurai à chaque fois quelque chose que je fais avec deux options, oui ou non, échec ou succès. Et je vais compter le nombre de succès. Donc x, la variable x, ça compte le nombre de succès dans une répétition d'une, disons Bernoulli P. Je n'ai pas envie d'écrire trop. Mais donc, je vais, par exemple, lancer une pièce de monnaie. Je dis que face, c'est le succès. Si je jette face, je gagne de l'argent. Si je jette pile, je perds de l'argent. Donc, pour moi, le succès, c'est le nombre de faces que j'ai. Et donc, je vais compter, si je fais n répétitions de cette expérience, je vais compter combien de succès j'aurai. Et donc, à ce moment-là,
x oméga, donc l'univers pour x, ce sont toutes les possibilités de 0 jusqu'à n. Donc si je répète n fois, je pourrais avoir 0 succès, 1 succès, jusqu'à n succès. Et après, je dois calculer la probabilité pour chaque. Donc NP, nombre de succès, oui. Donc je veux calculer la probabilité P égale à K. Donc quelle est la probabilité que j'ai K succès dans les n répétitions? Bah, si j'ai K succès, ça veut dire que j'ai P à la puissance K, donc sur cette n répétition, j'ai K fois un succès avec probabilité P. J'ai n-K échec. Donc, si j'ai K succès, j'ai n-K échec. La probabilité pour chaque échec est 1-P, donc 1-P fois 1-P fois 1-P, n-K fois, donc ça donne la puissance. Et après, là, je dois ajouter un terme qui m'indique le nombre de possibilités pour avoir K succès sur un total de n. Et ça, c'est donné par la combinaison de K sur n. Donc là, c'est Kn. On l'écrit aussi comme Kn, comme ça. C'est le nombre de possibilités de choisir K option, K placement sur un total de n. Donc si j'ai n égale à 4, j'ai 4 répétitions. Je veux connaître le nombre de possibilités pour avoir 2 succès. Bah, je pourrais avoir succès, succès, échec, échec, succès, échec, succès, échec, etc. Et on peut continuer comme ça. Bah, cette formule-là va donner le nombre de possibilités, le nombre de combinaisons. Et donc la formule, là, c'est là, un K faculté, n faculté, K faculté, comme ça. Vous connaissez la faculté? Factorial, c'est un factorial? Ok, ça va. Je sais jamais. En anglais, c'est aussi factorial. En néerlandais, c'est faculteit. Donc, j'ai traduit trop littéralement. Factorial. Donc là, n factorial, c'est n. n-1, n-2, jusqu'à la multiplication. Donc, j'ai une variable, je compte le nombre de succès, donc j'ai l'univers 0 jusqu'à n. Cette variable est définie comme un binomial, n, le nombre total d'expériences ou d'événements, p, la probabilité de succès, et j'ai calculé ou j'ai défini toutes les probabilités, donc j'ai caractérisé toute la loi de distribution. L'espérance c'est n fois p, la variance c'est n fois p fois n-1. Si vous voulez calculer directement comme ça, c'est un peu plus difficile. Ce qui est intéressant à voir,
on peut réécrire une binomiale comme une somme de Bernoulli. Donc si x suit un binomial NP, ben on pourrait écrire que x est la somme de xi, i1 jusqu'à n, où chaque xi suit un Bernoulli P. Pourquoi? Ben, x, je répète n fois la même expérience avec une Bernoulli, donc je compte le nombre de succès. Ben là, chaque répétition, si c'est un succès, je donne 1. Si c'est un échec, je donne 0. Donc si je compte le nombre de 1, ben, je compte le nombre de succès. Donc si je le mets comme ça, x c'est la somme des Bernoulli, donc x binomial NP, c'est une somme de n expériences ou n variables qui suivent une Bernoulli. À ce moment-là, l'espérance est facile. On peut montrer que l'espérance est linéaire, donc une somme des espérances est l'espérance de la somme. On a calculé celle-là il y a 5 minutes, donc on sait que l'espérance là c'est P. Donc j'ai une somme I égale 1 NP. Cette P là c'est une constante, donc je fais une somme de 1 plus 1 plus 1 plus 1 fois P. C'est n fois P. Et la variance, c'est la même chose. Pour la variance, j'ai la variance de x, donc la variance des sommes de Bernoulli. Toutes ces expériences sont indépendantes, donc le résultat de l'expérience ne dépend pas des autres résultats, car si je jette le dé, si j'ai jeté un 1 la première fois, ça ne va pas m'indiquer ce que le deuxième résultat sera. Donc le résultat du deuxième essai est totalement indépendant du premier essai. Le troisième, c'est indépendant de 1 et 2, etc. Donc là aussi, je pourrais écrire variance de x, c'est la variance de la somme. Vu que les variables là sont indépendantes, c'est la somme des variances. La variance, on a dit que c'est p fois 1 moins p, et donc la variance pour le binomial, c'est n fois p fois 1 moins p. Donc, vous pouvez calculer la probabilité avec la formule. Vous pouvez le mettre dans le logiciel. Il y a aussi des tableaux qui vont vous donner la probabilité px plus petit que x. Donc, ils vont vous dire quelle est la valeur de la fonction de répartition. Donc là, on a un tableau comme ça. Ce qu'on voit, maintenant c'est utile. Donc ça calcule donc la probabilité x plus petite que x pour un binomial npi. Donc pi c'est le p, la probabilité de succès. On voit sur la ligne là toutes les probabilités de succès. Là c'est le n et les options les k. Donc si je regarde pour une expérience, pour une variable qui a une répétition de 5 essais, avec une probabilité de succès de 30%, la probabilité que j'aurai 2 succès dans ce cas-là, c'est 83,96. Donc là, cette valeur-là, c'est la probabilité que x est égal à 2, donc que j'ai 2 succès, si x suit une loi binomiale pour n égale à 5 et p égale à 0,3. Et donc, si vous voulez connaître la probabilité pour x égale à 2, par exemple, donc disons x suit cette binomiale 5, 0,3. Quelle est la probabilité pour x égale à 2?
Celle-là? Celle-là. Donc ce que j'ai là, cette valeur, c'est la probabilité pour être plus petite ou égale à 2. Donc c'est la fonction de répartition, la valeur de la fonction de répartition, c'est tout ce qui se trouve à gauche de x. Donc les options là, x égale à 2, bah, c'est la probabilité x plus petite que 2 moins la probabilité x plus petite que 1. C'est ce qu'on avait défini dans le chapitre 4. Donc je dois regarder les deux valeurs là, ce sont les deux là, et faire la différence. Donc ça donne la probabilité pour x égale à 2. Vu que c'est une variable discrète. Donc je n'ai pas les valeurs intermédiaires, j'ai simplement les valeurs 1, 2, et 3, etc. Loi de Poisson, si l'autre est clair, s'il n'y a pas de questions. J'ai mal à comprendre. Donc si x est plus petit que 10, oui. Donc j'ai regardé x égale à 2, la différence 2 et 1, oui. Pour égal à 10, bah, vu que j'ai que 5 répétitions, ça vaut pas la peine. Donc là, la probabilité x égale à 10 sera 1. Vu qu'on a observé toutes les options, on a observé 0, 1, 2, 3, 4, 5. Dès qu'on est en 5, bah, la probabilité est 1. Non, sorry. Là, la probabilité même, c'est 0. Donc la probabilité x égale à 10, c'est 0. X plus petite ou égale à 10, c'est 1. Mais là, il est impossible d'avoir 10 succès sur 5, donc ce sera 0. Donc j'ai la probabilité x plus petite ou égale à 5, c'est déjà 1. Donc tout ce qui passe après, c'est impossible d'avoir, donc ce sera 0. Car je dois faire la différence entre les deux. C'était le graphique qu'on a fait. Attends, je vais repasser par là. C'est plus facile. C'était celle-là ou celle-là. Donc je fais la différence entre les deux. Donc dans ce cas-là, ou non, je vais même comme ça. Donc je vais l'expliquer. J'ai un cas discret, les valeurs sont 0, 1, 2, 3. Donc c'est x égale à 2.
plus x égale à 1 plus x égale à 0. C'est la probabilité x plus petite que 2. Ça correspond à la probabilité x plus petit ou égal à 1. Donc c'est 1 ou 0. Et donc, si je change de membre, x égale à 2, c'est là. C'est plus petit ou égal à 2, moins plus petit ou égal à 1. Donc, je dois si je regarde la petite barre, donc la barre correspond aux probabilités pour une valeur, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, etc. Bah, ce qu'il me donne là, ici, c'est la probabilité plus petite que 2, donc c'est la somme des 3 barres là. Mais je veux que connaître la somme de la deuxième barre, la probabilité pour 2. Donc je dois retirer ce qui se trouve à gauche, c'est 0 et 1, ou tout ce qui est plus petit que 1. C'est pour ça qu'on fait la différence entre les deux. Loi de Poisson, donc c'est une autre discrète. Loi de Poisson, on l'utilise si on va regarder quelque chose, donc on va compter un certain nombre d'événements dans un intervalle de temps ou un intervalle spatial. Donc on va, par exemple, se mettre sur ou à un feu rouge et on va compter le nombre de voitures qui passent par minute ou par heure ou par jour. Donc on va vraiment compter un nombre de choses qui se passent par intervalle de temps ou sur une location bien délimitée. Et donc là, à ce moment-là, je vais compter donc l'univers. Ce sont tous les entiers jusqu'à l'infini. Je pourrais avoir 0 voiture, 1 voiture, 2 voitures, etc. Donc l'univers sont toutes ces options. Et on dit qu'à ce moment-là, x suit une loi Poisson. Loi Poisson qui est caractérisée par une seule paramètre lambda. Et lambda va constituer l'espérance et la variance. Donc pour une loi Poisson, l'espérance et la variance sont égaux et les deux sont égales à lambda. C'est une hypothèse, donc parfois c'est le cas, mais ce n'est pas toujours le cas. Donc pour certaines expériences biologiques, il est possible que la dispersion est plus grande que l'espérance. Donc que cette hypothèse-là n'est pas valable, donc que j'ai une espérance x qui est plus petite que la variance de x. Mais quand même, je vais compter un certain nombre de cas dans un intervalle de temps. À ce moment-là, je ne peux pas utiliser la loi Poisson, mais je dois passer par, c'est quoi en français? La loi binomiale négative. Donc si cette hypothèse-là n'est pas valable, je ne peux pas utiliser Poisson, je dois utiliser le binomial négatif, mais on ne va pas discuter cette loi-là. Mais donc, comme ça, vous savez que si ça, ce n'est pas valable, vous devriez passer par une autre loi, donc par la Poisson. Les probabilités sont caractérisées par cette formule-là, donc E à la puissance moins lambda, lambda k divisé par k factoriel. Et donc ça caractérise toute la distribution. Que c'est pas comme ça?
bah, finalement, si vous avez vos observations, vous pouvez utiliser vos observations pour faire des estimations, ce qu'on va voir dans les chapitres qui suivent. Et vous voyez qu'il bah, y a une grande différence entre les deux. Donc ici, ce qu'on donne sont les lois théoriques. C'est vraiment la théorie, comment ça doit se passer en idéalité. Donc si je connais toute la population, en réalité, vous n'auriez pas les valeurs exactes, vous auriez l'échantillon, les observations. Dans cet échantillon, vous trouverez une estimation de l'espérance, vous trouverez une estimation de la variance. Et donc, à ce moment-là, si vous voyez que l'espérance est 2, la variance est 10, bah, il y a une grande discrépance entre les deux. Donc, poisson n'est pas valable. Loi géométrique. Pour la loi géométrique, je fais à peu près la même chose que pour binomial. Donc, je répète une certaine expérience, un certain essai, mais je m'arrête dès que j'ai le premier succès. Donc, je continue à répéter pour autant que j'ai des échecs. Donc, l'univers commence par 1. Donc, si le premier a déjà un succès, je m'arrête x égale à 1. Le deuxième est un succès, mais le premier n'est pas un succès. Je m'arrête à la deuxième, etc. En théorie, ça pourrait durer infiniment long. Donc, je pourrais aller jusqu'à l'infini. Probabilité. Les probabilités sont logiques. Donc, à ce moment-là, x égale à k. Je sais que l'essai K, c'est le succès. Donc, le premier, c'était un échec. Probabilité pour cet échec, c'est 1 moins P. Le deuxième, c'était un échec. Donc, c'est l'essai 1, essai 2, essai 3, c'était encore un échec, etc. Jusque l'essai K moins 1. Et finalement, je m'arrête à l'essai K qui a un succès. Donc la probabilité, c'est 1 moins P à la puissance K moins 1 fois P. L'espérance 1 divisé par P, la variance 1 moins P divisé par P carré. Et finalement, on va voir quelques lois continues, donc pour les variables continues. La plus importante, théoriquement, c'est la loi normale. C'est pour ça aussi qu'on l'appelle la loi normale. Car au début de la statistique, presque toute variable qu'on observait, on voyait que ça suivait la même loi. Donc, dans le temps du XVIIIe siècle, on observait la taille, on observait le poids des personnes, on observait des choses faciles à mesurer. Et beaucoup de processus biologiques de cette manière-là, on retrouvait qu'ils suivaient la même loi. Et donc on disait que, bah, apparemment, c'est pour tout, comme ça. Donc c'est la loi normale, c'est la loi normale. Dans un cas normal, on va suivre cette loi, donc on l'appelle la loi normale. Après, on a vu qu'il y a quand même pas mal de processus ou de caractéristiques qui ne suivent pas cette loi-là, mais on ne savait pas à ce temps. Donc, la loi normale, on l'indique avec le n, caractérisée par deux paramètres, mu et sigma au carré. Vous voyez que j'utilise les mêmes valeurs ou les mêmes lettres comme l'espérance et la variance. Ils vont aussi correspondre à l'espérance et la variance. Donc le mu là, c'est l'espérance de x. Le sigma là, ou le sigma au carré, c'est la variance de x. Et donc cette variable, c'est une variable continue. On va le définir par la fonction de densité. Et la fonction de densité est donnée par cette formule-là. Donc c'est 1 divisé par la racine 2pi sigma au carré fois
l'exponent moins x moins mu au carré divisé par sigma au carré. Donc les deux paramètres qui jouent un rôle dans cette fonction-là sont la moyenne théorique, le mu, et la variance théorique. Et vous voyez là quelques distributions normales. La moyenne va caractériser la position du pic, la centre. Donc, pour le bleu et la rouge, la moyenne est égale à 0. Vous voyez là. Pour le jaune aussi, la moyenne est là, car le pic est là. Pour le vert, le pic se trouve à moins 2, donc la moyenne sera moins 2. En plus, vous voyez que c'est toujours la même forme. Donc, la loi normale, on l'appelle aussi la loi gaussienne. Donc, gaussienne, Gauss, c'est le premier qui l'a caractérisé d'une manière mathématique. Donc, on avait déjà observé cette loi avant, mais c'est Gauss qui a attribué la formule ou qui a découvert la formule mathématique qui correspond. Donc, la loi gaussienne, et qu'est-ce que je voudrais... Où est-ce que j'allais avec la liste... je ne sais plus. Donc, loi normale, loi gaussienne... Je ne sais plus. Bon, et vous voyez que ça, c'est toujours la forme d'une cloche. Donc, c'est toujours comme ça. C'est toujours symétrique autour du pic. Et il y a une cloche. Et là, vous ne voyez pas, mais il n'est jamais égal à 0. Donc, il tend vers 0. Mais en théorie, si vous avez une bonne résolution des graphiques, vous voyez qu'il n'est jamais égal à 0. Pourquoi pas? L'exponentielle, là, est jamais 0. Donc l'exponentielle, c'est une fonction qui n'est jamais 0. L'autre chose que vous voyez, que c'est la variance va déterminer la dispersion. Donc une grande variance correspond à une grande dispersion. Par exemple, le jaune, il est beaucoup étiré. On a tiré la cloche pour être plus large. Le bleu, il y a une dispersion assez petite, donc le pic est plus fin. Et en plus, c'est une fonction de densité, donc l'air sous la courbe est toujours égal à 1. Donc si la dispersion diminue, donc l'écart autour du centre diminue, pour avoir la même surface en dessous de la courbe, le pic doit augmenter nécessairement. Autrement, je n'ai pas la même surface. Donc c'est pour ça que le pic des bleus, de la courbe bleue est plus haute que la pic en rouge. Là, en rouge, vous voyez que c'est une distribution normale avec mu égale à 0 et la variance égale à 1. Donc là, ça on appelle la loi normale standard ou la loi normale centrée réduite. Donc c'est symétrique autour du centre. Sigma, c'est la dispersion. Ce qu'on voit pour chaque loi normale, ou même en plus général pour chaque loi symétrique, la probabilité x plus petit que a, donc si j'ai une certaine valeur a, là, cette probabilité, c'est 1 moins la probabilité d'être plus grande que a. Donc, la surface totale est égale à 1. Probabilité plus petite que a, c'est la surface à gauche. Ça, c'est la surface à droite. Donc, 1 moins cette surface-là me donne la surface en jaune, donc me donne la probabilité d'être plus petite que a. En plus, et là, il y a une erreur, c'est la probabilité x plus grande ou égale à 2 mu moins a, pas mu moins a. Donc, je vais refaire.
Donc j'ai ça, le mu au centre. Je préfère qu'il est asymétrique. J'ai la A. Donc la différence là, entre les deux, c'est A moins mu. Si je regarde l'autre côté, pour être symétrique, je prends une différence A moins mu. Donc cette valeur-là, donc pour aller mu vers A, je dois ajouter A moins mu. Pour aller de mu vers rouge, c'est mu moins A moins mu, donc c'est 2 mu moins A. Donc je vois à ce moment-là, la probabilité plus petite que A, c'est la probabilité à gauche de cette ligne-là, vue ou à cause de la symétrie. Là, ces distances sont les mêmes, donc la probabilité à droite de cette valeur-là sera égale à la probabilité à droite de cette valeur-là. Donc c'est toujours à cause de la symétrie qu'on sait, qu'on peut dire des choses pareilles pour la loi normale. Donc pour la loi normale, on a cette approximation. Donc on l'appelle aussi la propriété 68, 95, 99. Donc autour de la moyenne, avec un écart, au maximum un écart d'une fois l'écart type, il se trouve 68% de la masse ou de la probabilité, à peu près. Donc un écart type autour de la moyenne 68% pour la loi normale, deux écarts types autour de la moyenne, ça il y a 95%, trois écarts types 99%. Et donc là vous voyez que si je dépasse trois écarts types, bah, là, si je calcule exact, la probabilité est même 0,26%. Donc ça, c'est exact. La propriété ou le théorème de Chebyshev qu'on a vu avant, c'est une approximation qui est moins exacte que ces valeurs-là qu'on a calculées à partir de la distribution exacte. La propriété la plus importante, probablement, de la loi normale, c'est la linéarité. Donc, j'ai x qui suit une loi normale, mu sigma carré. Je fais une transformation de x, donc je fais ax plus b. Je multiplie avec quelque chose pour enlargir ou décompresser la dispersion. J'ajoute b pour translater à gauche, à droite. Ce que je sais à ce moment-là, cette nouvelle variable ax plus b, l'espérance c'est a mu plus b, on a démontré déjà. Donc l'espérance suit la même transformation et la variance augmente avec a carré. Donc on avait dit avant, la variance de une constante x, c'est la constante au carré de la variance originelle. C'est la même chose ici. Mais ce qui est important, c'est que ça reste, ou que la nouvelle variable suit de nouveau une loi normale. Pourquoi c'est intéressant? Ça veut dire que je sais transformer chaque variable normale dans une variable standard, normale standard. Comment je fais? J'utilise les choses qui vont influencer la variance et l'espérance. Donc, je crée une nouvelle variable. Donc, je retire la moyenne théorique, l'espérance. Je divise par l'écart type.
Et je dis que ça me donne une nouvelle variable z. Et à ce moment-là, je peux calculer l'espérance de z. Donc, l'espérance de z, c'est une constante, je sais le mettre en évidence. Donc, 1 divisé par sigma, l'espérance de x moins mu. Mu, c'est une constante aussi. C'est la valeur de l'espérance théorique. Donc, c'est 1 divisé par sigma, ce qu'on a fait avant. Et x moins mu. Et x, c'est là, c'est mu. Et donc, l'espérance de la nouvelle variable est 0. Même chose pour la variance. Variance de z, c'est la variance de x moins mu divisé par sigma. Une constante, si je mets la constante en évidence, j'ai la constante au carré. Donc c'est 1 divisé par sigma carré. Variance de x moins mu. On sait que cette translation, ça ne change pas la dispersion. Donc si j'ai la distribution là, je fais une translation, la forme sera la même, la dispersion sera la même. Donc c'est 1 divisé par sigma au carré, la variance de x. Cette variance de x, c'est sigma au carré. Et donc la nouvelle variance, c'est 1. Et donc, à ce moment-là, j'ai une formule qui est un peu plus facile, là, car le sigma au carré sera 1, le mu sera 0, et donc la formule pour la densité se simplifie un peu. De même manière, si j'ai une variable normale standard, je fais l'inverse. Je multiplie avec sigma, j'ajoute la moyenne mu, j'aurai le n mu sigma au carré. C'est la transformation inverse de celle-là. Mais normalement, ce qu'on fait, on passe de x à z. Passer à l'inverse se fait très rarement. Pourquoi on fait ça? Ça nous simplifie la vie. Donc, ça simplifiait la vie, disons comme ça. Si je voudrais calculer la probabilité pour n'importe quelle loi normale, j'aurais besoin d'un tableau des variables normales pour n'importe quelle combinaison de mu et sigma. Maintenant, je sais tout calculer en utilisant la loi normale standard. Donc, j'ai x comme ça. Je veux calculer la probabilité que x est plus petite que 4. Ce que je fais, je passe par la loi normale standard et je regarde dans le tableau où je demande le logiciel de me calculer. À ce moment-là, avec le logiciel, vous ne devez pas faire cette transformation-là. Mais c'est quand même utile de voir les deux options si vous n'avez pas d'électricité ou de PC chez vous. Donc là, ce que je vais faire, je veux transformer ça vers la loi normale. Donc, c'est x moins mu divisé par sigma, 4 moins mu divisé par sigma. Donc si je fais une modification à gauche, je dois faire la même modification à droite. Ça, maintenant, c'est une nouvelle variable z qui suit la loi normale standard. Et là, maintenant, ce que j'ai, c'est simplement la probabilité que z est plus petite que 4 moins mu divisé par sigma. Donc c'est la valeur de la fonction de répartition pour z en 4 moins mu divisé par sigma. Donc, on n'a pas besoin de tableau pour n'importe quelle combinaison mu sigma au carré. Avec une seule table, on sait calculer toutes les valeurs de probabilité. Donc, la seule table dont j'ai besoin, c'est la variable normale
standard. Donc on l'appelle aussi la variable normale réduite centrée. Je préfère normale standard. Et donc là, je fais la transformation et je regarde ce tableau-là. Donc je connais mu, je connais sigma, où j'ai une estimation pour mu et sigma. Donc si mu est égal à 2, sigma est égal à 1, ben je vais regarder fzz pour 2. Je prends le tableau. Le tableau me donne toutes les valeurs pour la fonction de répartition. Et je regarde 2, je cherche 2. Donc, ce qui est marqué là, donc c'est la probabilité ou la fonction de répartition z plus petite que 0,0, 0,01, 0,02, 0,03, etc. Et donc pour 2, ce que je dois faire, je dois descendre jusqu'au moment que j'ai 2,0. Et après, je prends la colonne qui correspond 2,00 et je trouve une valeur qui se trouve là. Si je prends, ou j'utilise le tableau que j'ai, donc la probabilité z plus petite que 0,25, bah 0,25, 0,2, et après je passe à la colonne 0,05, c'est celle-là. Donc là, je trouve que c'est 0,95, 59,87. Et donc là, de nouveau, ce sont les valeurs pour la fonction de répartition, donc les valeurs plus petites que z. En plus, vous voyez que ce sont que les valeurs positives. Pour les valeurs négatives, on peut utiliser la symétrie. Donc, normal standard, symétrique autour de 0. Je veux savoir, disons, moins 1. Je veux savoir la probabilité à gauche de ça. Donc, la probabilité que z est plus petite que 1, moins 1. Ben, vous voyez, par symétrie, c'est 1 moins la probabilité que z est plus grande que 1 même. Sorry, c'est une étape trop vite. C'est égal à cette probabilité-là. Donc, si j'ai 1 là, par symétrie, ça correspond à cette surface-là. Et donc, cette surface, c'est 1 moins z plus petit ou égal à 1. Donc, 1 moins tout ce qui se trouve à gauche. Et celle-là, je peux trouver dans le tableau. Pour la loi standard normale, vu que cette loi est importante, on utilise des notations différentes. Donc si j'ai x, j'ai une fonction de répartition et une distribution. Oui. Le 0,25, vous regardez le tableau. Donc, je veux savoir la probabilité Z7 est un standard normal, plus petite que 0,25. Donc là, ce que ce table dit, je donne la probabilité pour des valeurs plus petites que Z, donc les valeurs Z là. Je dois retrouver le 0,25 dans le tableau. Donc 0,25, là j'ai le premier décimal, là j'ai le deuxième décimal, et donc pour 25, j'ai là c'est 0,20, 21, 22, 23, 24 et 25. Donc c'est la combinaison 0,2 et 0,05. Et là, à ce moment-là, je retrouve cette valeur. Oui, notation. Donc là,
si j'ai un standard normal, je ne vais pas utiliser x, mais je vais utiliser z. Pour la fonction de répartition, on utilise le phi majuscule, normalement, souvent. Pour la fonction de densité, on utilise le phi minuscule. Donc c'est simplement une notation, mais comme ça, si vous voyez phi et phi, vous savez que ça correspond à une variable qui suit une loi normale standard. Il y a aussi une table pour les quantiles. Même chose. J'ai une quantile, je veux trouver la valeur pour laquelle il y a une masse plus petite que 25%, par exemple. 25%, de nouveau, je regarde là. 0,02 jusque là. Donc je trouve que dans la valeur moins 0,6745, il y a 25% de la masse qui se trouve à gauche, 75% de la masse qui se trouve à droite. Les deux, la combinaison, mais je cherche, je vais le noter. Donc si je veux trouver par exemple Q1, la première quartile, c'est la quantile 0,25. Donc 25% de la masse se trouve à gauche, 25% de la masse se trouve à 75 à droite. Donc pour le standard normal, le normal standard, j'ai le 0 au milieu. Je veux savoir je veux trouver cette valeur-là, telle qu'il y a 25% là, 75% là. Donc je vais regarder là. Oui. Et je veux trouver le 25. Ben là, ce qui est donné sont les probabilités que Z est plus petite que ZP égale à P. Donc la probabilité que Z est plus petite que le quantile P est égale à la probabilité P. Et donc je sais la probabilité que je veux avoir, c'est le 25%. Ben, je cherche dans ce cas 25%, donc je refais la combinaison de lignes et colonnes, 0,20 et 0,05. Donc la combinaison là, c'est 0,25. Et donc la valeur de la quantile, ou la première quartile, c'est moins 0,6745. Donc là, cette valeur, c'est moins 0,6745. Et je sais pour cette valeur-là, j'ai 25% de la masse à gauche et 75% de la masse à droite. Ben là, oui, la combinaison de lignes et colonnes, ça donne la quantile. Donc là, ben là j'ai le 25% quantile, donc je dois avoir 25% à gauche, 75% à droite. Ce qui est donné ici, dans le tableau, sont les ZP. Donc ce sont les valeurs sur l'axe des abscisses qui correspondent à un certain pourcentage de masse à gauche. Et donc là, ce que ça donne, ce sont les pourcentages de masse. Et là, on trouve les quantiles. Donc par exemple, pour 25%, 25% c'est 0. Donc c'est la première décimale, le 20. Deuxième décimale, 5. Donc là, j'ai 25. Si je regarde là, cette valeur-là, ben, c'est le 42 percentile. Celle-là, ben, je regarde, c'est le 56 percentile. Et donc là, vous voyez ici, 0 correspond à la médiane, le 50 percentile. Donc c'est le milieu de la distribution.
loi J carré. On a encore trois lois qu'on va vitement définir. Donc, la loi J carré, loi F, donc Fisher, et loi Student sont des lois plus théoriques dont on a besoin plus tard pour les tests d'hypothèse. Mais donc, la loi J carré, il est défini comme ça. Donc, on a cette fonction de distribution. C'est une variable continue et c'est une variable qui peut prendre que des valeurs positives. Donc, le résultat, pour ça, c'est toujours positif. Donc, l'univers pour la variable, c'est R+. Donc, on dit X suit une loi J carré avec un paramètre K. Donc, le paramètre, dans ce cas, ce sera le degré de liberté. On appelle là K, c'est le degré de liberté. Et dépendant de K, on aura une forme différente. Donc, pour K1 et 2, on aura des fonctions qui continuent et qui descendent, qui commencent en O plus infini, qui descendent. À partir de K3, on a des fonctions qui commencent à 0, qui montent et après descendent. Et le plus large K, le plus doux, on monte. Donc, le moins vite, on va monter avant de redescendre. Cette-là, c'est la fonction gamma. Vous ne devez pas connaître, mais c'est une généralisation du factoriel. Donc, ça permet de calculer une factorielle pour n'importe quelle valeur, pas seulement pour des valeurs ou des valeurs entières. Et là, le x, pour un J carré, on pourrait dire que c'est une somme de lois standard normales au carré. Donc, oui, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment très théorique. On avait besoin de ça pour faire un test d'hypothèse. Donc, on a introduit une somme de variables normales standards au carré et on l'a appelé le J carré. Donc, variable ou loi de J carré, une variable comme ça peut s'écrire comme la somme des variables normales standards au carré. Comme ça, espérance K, variance 2K. Loi de Student. Loi de Student, on a une variable standard normale. On divise par un J carré divisé par son degré de liberté et on prend la racine. De nouveau, c'est une variable théorique dont on a besoin pour faire un certain test d'hypothèse. C'était Student, quelqu'un qui s'appelait, donc c'était William Gosset, mais il l'a publié sous un pseudonyme de Student, au Student, et donc c'est la loi de Student. Il en avait besoin pour introduire le test d'hypothèse Student, et donc il a fait ça. Donc, un normal standard divisé par un J carré divisé par K. Ça suit loi de Student. La fonction de densité est pareille. Et donc, vous voyez qu'il ressemble très fortement à la loi standard normale. Donc, il est aussi symétrique autour de 0. Il a aussi une forme de cloche, mais sa courbe est un peu différente. Et donc, on voit que là, les queues sont plus lourds si K, le nombre de degrés de liberté est plus petit, et ça monte, donc le pic monte, les queues deviennent moins lourds si K passe à l'infini. Et en théorie, si j'ai une loi de Student avec K, le nombre de degrés
de liberté infinie, c'est égal à une loi normale standard. Donc, ce qu'on a, c'est le TK, ou la limite de TK, K vers l'infini, c'est une loi normale standard. Donc, si vous êtes face à un vrai mathématicien, jamais écrivez comme ça, car une limite de la distribution n'a pas de sens. Mais bon, c'est intuitivement comme ça. Donc, si j'augmente le nombre ou le degré de liberté, bah, finalement, j'arrive à la loi normale standard. Et le dernier, c'est la loi Fisher. De nouveau, introduit pour créer un test d'hypothèse. Et là, ce qu'on a, c'est x, la variable x. C'est plus facile si on l'écrit autrement. C'est u1 divisé par d1 divisé par u2 divisé par d2. Donc là, u1 et u2 sont deux variables chi carré avec paramètres d1 et d2. Donc je prends u1, je divise par d1, et je prends u2, je divise par d2. Je fais la fraction. La nouvelle variable va suivre loi de Fisher. Loi de Fisher qui a deux paramètres, le d1 et le d2. L'espérance, la variance et la fonction de densité. Donc de nouveau, c'est toujours positif. Pourquoi? Bah, là, le u c'est chi carré, c'est positif. U c'est chi carré, c'est positif. Donc la fraction sera toujours positive. Ce que vous voyez aussi là, l'univers ou le résultat, la valeur possible pour cette variable sont toujours positifs. Questions sur cette partie? Oui, c'était un exemple. Oui. Car c'était difficile de trouver une valeur avec mu et sigma dans le tableau. C'était tout. Mais c'était qu'un exemple là. Ça, on va voir plus tard. Donc le test, on va discuter plus tard. Mais donc le type de test va dépendre de la question qu'on se pose. Donc si c'est une question qui va regarder des proportions, qui va regarder des moyennes, qui va regarder la dispersion ou la variance. Donc selon le cas, on aura des variables différentes qui sont associées à une distribution différente. Donc ça va s'expliquer dans la reste de du cours. Vous devrez connaître tous ces formules, mais je vous donne un formulaire. Non, la formule là, vous ne devez pas connaître. C'est plutôt, c'est important de savoir quelle distribution on a, quand vous utilisez quelle distribution, et l'appliquer, ou bien avec un tableau, ou bien avec le logiciel. Mais ça ne vaut pas la peine de mémoriser toutes les formules là, non. Pardon? Si je comprends bien, on ne va pas utiliser les notes, vous allez juste... Oui, non, pas les notes. Donc c'est... Oui. Oui, oui, mais pas la note même, non. Si je me souviens bien. Je dois vérifier ce qu'il y a dans les engagements pédagogiques, mais je pense que c'est le livre fermé. Mais je vérifierai, je vous dis quoi après.